Alors si l'industrie française est dans cet état aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de la financiarisation ou à cause de la mondialisation que certains accusent de tous les maux, c'est aussi parce qu'en France, il n'y a plus d'État patron. Cet État patron qui, avec Robert Schuman ou le général de Gaulle, a porté très haut l'économie française. Claudia Speidel nous raconte l'extraordinaire saga de cet État patron. 11 mars 1960, sur la côte atlantique. L'événement qui se prépare promet d'être un moment historique pour la France. Une centaine de milliers de spectateurs se sont rassemblés. L'objet de tous les désirs est le dernier né des chantiers navals de Saint-Nazaire. Dans quelques minutes, le père de la nation, le général de Gaulle, va inaugurer le France. Dans ce vaisseau, nous saluons l'une des grandes réussites que la technique française, présentement, offre en hommage à la patrie. Vers 16h30, les ouvriers enlèvent les dernières cales qui retiennent le navire. Ce joyau d'acier incarne la modernité et la technologie de pointe. L'événement, hautement symbolique, est retransmis en direct à la télévision. C'est un spectacle extraordinaire, la foule hurle, la musique. Écoutez ça, c'est fantastique. Et le bateau s'en va aller. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir. Vive la France! Une France audacieuse, une France en pleine prospérité économique, dirigée par la main de fer de Charles de Gaulle, qui a de sacrées ambitions pour le pays. Il faut dire que cette France-là revient de loin. Retour 15 ans en arrière. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale laisse un pays en ruine. Maisons et usines détruites, 441 000, soit 18%. Outillage industriel détruit, 40%. Locomotives et wagons détruits, 65%. Cargo coulé, 87%. Il faut relancer l'économie. Et l'industrie sera le fer de lance de la reconstruction. En 1946, le gouvernement lance un plan d'un nouveau genre, le plan Monnet, du nom de son créateur, Jean Monnet. Grande première, le plan est mis au point collectivement avec les administrations, les chefs d'entreprise et les syndicalistes. Et surtout, il ne se contente pas d'accorder des subventions, il fixe des priorités nationales. Il y a des aides publiques, mais les plans, c'est une décision, c'est une volonté, disait le général de Gaulle. Et donc, c'est l'organisation des priorités et dans la meilleure façon, selon les besoins de la société au moment indiqué. La reconstruction a été un moment très fort de volontarisme d'État. Dans le nord et à l'est du pays, la priorité est donnée aux mines de charbon nationalisées qui tournent à plein régime. Pour moderniser l'agriculture et fabriquer des machines, les métaux coulent à flot dans les cuisines du diable de la sidérurgie. L'acier, fraîchement produit, participe au renouveau du rail sur tout le territoire. Le ciment est la matière première qui relève les bâtiments dont la nation a cruellement besoin. Quant aux centrales thermiques et hydroélectriques, elles poussent comme des champignons. Quand ces barrages seront achevés, la production hydraulique passera de 13 à 24 milliards de kilowattheures et la bataille de l'électricité sera gagnée. Au début des années 50, la France avance déjà à vive allure. Dans le sillage du plan Monnet, de nombreux autres plans sont mis en place par l'État. Et l'un d'eux va permettre au pays de passer à la vitesse supérieure. Il concerne ces industries hautement stratégiques que sont l'acier et le charbon. Deux secteurs primordiaux qui ont permis aux différents pays de s'armer durant la Seconde Guerre mondiale et qui sont incontournables pour la reconstruction. Pour protéger et développer cette industrie, l'État se lance dans un plan très audacieux pour l'époque. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, propose de mutualiser les ressources minières de la France avec celles de ses voisins, et notamment avec celles de l'ancien ennemi germanique. Le 18 avril 1951, le chancelier Adenauer est invité à Paris. C'est la première visite d'un chef d'État allemand depuis la fin de la guerre, il y a tout juste 6 ans. En compagnie de 5 autres chefs d'État, il donne naissance à la CECA,
la Communauté européenne de l'acier et du charbon. Il fallait une audace formidable et qu'ils avaient tous, justement. C'est un événement historique, il faut utiliser les mots qui conviennent, de faire une sorte de marché commun des productions stratégiques et essentielles, et aussi bien en nombre d'employés qu'en capitaux réunis sur 6 pays. Dorénavant, ces produits peuvent circuler librement. La première pierre d'une Europe du libre-échange est posée. La prospérité gagne le pays. Les Français consomment, beaucoup, et de plus en plus. La productivité doit suivre. Les chaînes de montage venues des États-Unis se sont généralisées. Le rendement en a été multiplié par 4 et l'industrie française est en plein essor. À tel point qu'en 1957, quand la reine d'Angleterre vient en visite officielle, ce sont les usines Renault et ses chaînes de montage d'avant-garde qu'on lui fait découvrir avec fierté. L'usine est alors considérée comme un des chefs-d'œuvre techniques du siècle. L'industrie française vit son âge d'or. La reconstruction est désormais achevée et l'État lance de grands projets pour pousser son industrie à l'excellence. Visionnaire, il mise sur un programme spatial. En 1965, un premier satellite, Astérix, est lancé en orbite grâce à une fusée entièrement construite en France. 3, 2, 1, feu! L'événement propulse la nation au 3e rang mondial des puissances spatiales. Toujours sous l'impulsion de l'État, l'industrie française se distingue dans l'aéronautique, en participant à la création du premier avion de ligne supersonique, le Concorde. En parallèle, les ingénieurs de Toulouse dessinent déjà un premier Airbus, l'ancêtre de notre fierté nationale d'aujourd'hui, l'A380. Les projets de transport à grande vitesse se multiplient, comme cet aérotrain entre Paris et Orléans, qui sera bientôt abandonné au profit du TGV. Dans les campagnes françaises, les villageois voient défiler de drôles d'engins, car on assemble les premières centrales nucléaires. Là encore, c'est une décision politique de l'État qui crée cette nouvelle industrie. En un peu moins de 15 ans, une dizaine de réacteurs surgissent de terre et fournissent une nouvelle source d'énergie à la nation. Partout, les lignes électriques tissent leur toile, comme d'ailleurs ces nouvelles autoroutes, grâce auxquelles le réseau routier maille désormais le territoire. Au début des années 70, l'industrie française est à son apogée. Donc c'est ça, les 30 Glorieux, c'est d'abord une sorte de modernisation de l'économie et des conceptions françaises de l'industrie et de la croissance. Et ce qui marque que c'était une bonne pratique, c'est que chaque gouvernement, et Dieu sait qu'il y en a eu, n'a pas désavoué les précédents. Ils ont construit leurs rêves. Mais l'euphorie industrielle va subir un brutal coup d'arrêt. En 1973, la coalition arabe attaque Israël. Un embargo du pétrole est imposé à tous ceux qui soutiennent l'État hébreu. C'est le cas de la France. Le prix du pétrole est multiplié par 4 en moins d'un an. Les transports deviennent très chers, les matières premières aussi. La production industrielle ralentit. Pour répondre à la crise, le nouveau président Valéry Giscard d'Estaing investit massivement dans la téléphonie, un secteur jusque-là délaissé et où la France a pris un retard considérable. Au début des années 70, il faut attendre 1 an et demi pour obtenir une ligne. La situation est tellement grotesque qu'elle est, depuis des années, un sujet de plaisanterie pour les humoristes. Allô? Oui? Non, sans blague. C'est le 22 Agnières? Ah ben, j'ai fini par l'avoir. En quelques années, 16 millions de lignes sont raccordées. Et en 1980, la France a effacé son retard. Mais le plan de rattrapage du téléphone marque un tournant. C'est la dernière fois que l'État donnera une telle impulsion à l'industrie nationale. Les plans qui ont suivi, ça a été malheureusement des plans de défense, des plans de réparation. Il y a eu un plan sidérurgie, il y a eu un plan charbon, il y a eu un plan chantier naval. Ça, c'était pour panser les plaies, pour éviter des drames et pour lisser la courbe un peu du chômage. Madame, Monsieur, bonsoir. Creuse-au-Loir démantelé. 2 siècles d'histoire industrielle s'arrêtent brusquement.
La fermeture en 1984 de Creusot-Loire, leader de la mécanique lourde, marque une rupture entre l'État et son industrie. Après un an de bataille entre gouvernement et industriels, ce symbole de la reconstruction met la clé sous la porte. Certes, il s'agit de la filiale d'un groupe privé, mais la catastrophe industrielle concerne 2500 emplois. Impensable quelques années plus tôt, l'État refuse de soutenir à tout prix un champion national. Un an auparavant, le tournant a déjà été amorcé avec une autre affaire hautement symbolique. Le gouvernement a lancé la fermeture progressive des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Que s'est-il passé? Pourquoi l'État abandonne-t-il ces industries qui ont fait sa prospérité? L'explication du président socialiste François Mitterrand donne la clé du changement de cap. Le charbon français n'est pas de taille. Il n'a pas la teneur suffisante pour ne pas coûter trop cher pour une production trop faible par rapport au charbon d'importation, moins cher et plus utile. C'est donc un tournant parce que c'est d'abord du point de vue des socialistes l'idée qu'ils ne sont pas maîtres de la manœuvre et du point de vue plus généralement de cette spécificité française qu'il y a des moments où l'économie commande sans que le politique puisse se mettre en travers. Par rapport à la longue période précédente, c'est un changement de cap complet. L'État se met en plus en observateur qu'en acteur. Ainsi, dans les années 80, s'achève la période de l'État patron. Les grands plans avec priorité nationale ne sont plus d'actualité. Les difficultés économiques liées à deux chocs pétroliers, la concurrence internationale, amènent les gouvernements de gauche comme de droite à gérer les crises sans vision à long terme. C'est le début d'un long déclin, des fermetures d'usines, des premières friches industrielles. L'industrie est d'autant moins valorisée que son image publique s'est dégradée. Marée noire, destruction de paysages, pollution, les problèmes environnementaux posent question. L'industrie apparaît comme dépassée, tournée vers le passé, elle n'a plus la cote. On est alors convaincu que ce sont les loisirs, le tourisme et les services qui représentent l'avenir et les créations d'emplois. En 1987, le gouvernement signe un protocole d'accord pour le futur parc Euro Disney, qui doit être le fer de lance de cette politique de loisirs. D'autres parcs ouvrent leurs portes, comme celui d'Astérix 2 ans plus tard. Le ministre de la Culture est confiant. La réalisation elle-même a été créatrice d'emplois, d'activités, de revenus. J'en suis convaincu, la venue d'un immense public apportera en visiteurs des revenus à cette région. Au même moment, la concurrence mondiale pousse les entreprises françaises à se délocaliser pour rester compétitives. Les marchés font la loi et l'État n'intervient plus, ou très peu. La France est en passe de devenir un pays de services sans industrie. Lorsqu'on mesure l'ampleur du désastre, le réveil est brutal. L'idée d'une France sans usines et sans ouvriers est une idée folle. C'est un choix stratégique que je vous propose. En 2010, pour relancer l'industrie, le président Nicolas Sarkozy met en place un grand emprunt. Il doit notamment permettre de financer la recherche et le développement pour que la France retrouve l'excellence. Son successeur, François Hollande, lance le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Mais tout cela suffira-t-il pour relancer l'industrie? Dans un monde où les frontières n'existent plus, où les financiers et actionnaires sont rois, quelle est encore la marge de manœuvre des hommes politiques? Alors Frédéric Griveau, l'un des représentants de ces petites et moyennes entreprises, nous a rejoint. Mais avant toute chose, est-ce que nos dirigeants politiques ont encore vraiment une marge de manœuvre? Je crois que l'État a tout son rôle à partir du moment où il se met dans la peau d'un État stratège qui donne de la visibilité, qui crée un pacte de confiance, qui fixe des cadres de développement économique, social pour son pays, et qui n'est pas forcément un État gestionnaire d'entreprise, parce que je ne pense pas que ce soit les mieux placés pour gérer les entreprises. Ça, c'est le premier point. Mais j'ai envie de dire, y compris avec 80% de PME, il faut réussir la décentralisation. Il faut un État stratège fort et une cohérence État, région, bassins locaux qui vont dans le même sens. Et moi, je trouve que en ce moment, la politique qui a été lancée sous l'angle transition énergétique, transition écologique, replaçons l'industrie et la compétitivité de la France demain dans le développement durable.
Mais ça, c'est un projet pour les nouvelles générations, ce qu'on a vu dans votre film. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Eh bien, on va leur dire, là, le bout de la route, là, l'horizon qu'il faut atteindre. On se retrouve tous les manches, on coopère et on y va. C'est ça l'enjeu d'un État stratège avec des régions et des politiques qui ont leur rôle à jouer. Ça vous parle à vous, l'État stratège? Oui, mais je crois que tout ce que l'on dit là est très important parce qu'on sent bien à quel point, chez les citoyens français aujourd'hui, ça doit être un changement profond. Parce que ce que l'on voit, et notamment en période de crise, c'est qu'au fond, la référence que nous avons, c'est celle que vous avez montrée tout à l'heure. Celle du général de Gaulle, celle du président Mitterrand, celle de, on va dire... Robert Schuman, ne l'oubliez pas. Oui, de Robert Schuman ou de Jean Monnet. C'est-à-dire, l'État va nous sortir de là. L'État va nous proposer un certain nombre de solutions. Ce qui est vrai, c'est que l'on sent aujourd'hui que l'État doit redéfinir son rôle dans l'économie. Il a un rôle incontestablement important. C'est quoi alors? Ça va être effectivement définir des cadres, définir des solutions pour que les entreprises puissent se développer en France. C'est-à-dire, en effet, et je crois que ça c'est l'énorme différence, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, l'État prenne la tête d'entreprise. Et je crois que le débat sur les nationalisations, qui est encore revenu récemment, le démontrait dans l'opinion française, il y a probablement encore un problème par rapport à cette définition de l'État. Ça vient de l'histoire, ça vient de la culture française, et ça, c'est peut-être un des plus grands changements que l'on va devoir réussir pour que l'économie française puisse muter profondément dans les années ou même les trimestres qui viennent. Et qu'est-ce que les petites et moyennes entreprises ont à voir avec l'État patron aujourd'hui? Vous le sentez présent? L'État nous Quand vous allez sonner, frapper là-bas, ça répond? Il y a toujours un accueil bienveillant pour l'ensemble des PME quand elles... je dirais, se présente auprès des différents services de l'État. Il n'en reste pas moins vrai que, d'une façon générale, nos entreprises souhaitent, je dirais, avoir une distance gardée de telle manière à pouvoir évoluer dans un monde qui ne soit pas un monde de contraintes. Or, ce que l'on remarque à l'heure actuelle, si vous voulez, pour nos entreprises, c'est que chaque jour, en particulier dans des entreprises qui ont moins de 250 personnes, c'est qu'il y a un ensemble de barrières. Ce sont des barrières sociales, ce sont des barrières fiscales, ce sont des barrières réglementaires qui font que le développement de nos PME est de plus en plus délicat. Et pour rebondir, et c'est vous qui l'avez dit, est-ce que l'État n'a pas fait le choix de la consommation, enfin du service, plutôt que de l'industrie? Moi, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est le résultat aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience que les deux vont de conjugaison. Je vais donner un exemple qui va être d'actualité demain. L'État va faire une réforme ou va faire une loi sur la dépendance. On peut aborder la dépendance ou le service à la personne sous deux angles du service et oublier que pour réussir la dépendance et qu'elle soit accessible au plus grand nombre et pas aux plus riches dans ce pays, il faut une industrie qui produit le matériel, qui produit tout ce qui va être assistance, qui va permettre de garder les personnes à domicile, mais tout en ayant un lien. Ça, c'est de la haute technologie, c'est de la technologie, c'est de l'industrie manufacturière. On aura besoin de tout ça pour pouvoir développer un service à la personne et une politique de dépendance. Et là, l'État est stratège. Oui, mais enfin, une économie qui tient principalement sur les services, c'est un peu compliqué. Non. Agnès, franchement, dites-nous, c'est un déficit commercial structurel? Enfin, il y a beaucoup de problèmes, non? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique l'industrie pour qu'on veuille absolument la préserver? C'est ça, en fait, la question. Et je crois que les arguments sont bons, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement de l'industrie que n'a pas... l'industrie entraîne les services, alors que les services n'entraînent pas l'industrie, si vous voulez. Hein, c'est asymétrique. Et donc même des pays comme le Royaume-Uni, qui ont très tôt voulu se concentrer sur les services, sont un peu revenus sur cette question. Et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en France? On a des secteurs pour lesquels on arrive à vendre plus à l'étranger que l'on achète de l'étranger. Puis il y a des secteurs qui se passent beaucoup plus mal. Donc on vous a représenté en fait le solde commercial de différents secteurs. En rouge, vous avez les secteurs pour lesquels on achète plus de l'étranger que l'on ne vend à l'étranger, pour lesquels on a un déficit commercial. Personne ne sera vraiment étonné si je dis qu'un des premiers déficits commerciaux de la France, c'est le textile. Tout le monde porte des t-shirts chinois, on vend très peu de vêtements à l'étranger, moins 12 milliards d'euros sur un an. Mais M. Gallois n'est plus là, on aurait pu dire ensemble cocorico, un des secteurs qui se porte le mieux, c'est l'aéronautique. Plus 17 milliards d'euros d'excédent sur un an, 17 milliards. EADS, Airbus, Dassault et les Rafales, on vient d'avoir une énorme commande de Rafales en Inde. Et puis la France, c'est aussi le luxe, les parfums que vous voyez ici avec les produits chimiques.
Moi, ce qui me frappe quand même dans les chiffres que vous avez donnés, c'est le déficit que nous avons dans l'informatique et l'électronique. Et là, je crois que quand on est en train d'évoquer l'industrie de demain, ce que posaient tout à l'heure les personnes qui disaient qu'est-ce que vont faire nos enfants. L'industrie de demain, c'est pas forcément les cheminées qui fument que l'on voyait d'autrefois. C'est peut-être tout un tas de nouvelles industries dans lesquelles nous partons à zéro. Tout le monde peut redémarrer là-dessus et la France peut avoir à jouer. Et là, je crois que ça, c'est préoccupant lorsque sur peut-être ces industries particulièrement importantes demain, la France n'est pas encore positionnée. C'est là qu'il faut essayer de gagner et c'est là peut-être où l'État doit donner des impulsions fortes aujourd'hui. Et là, sur ce plan, il se passe toujours beaucoup de choses dans les PME. Il se passe beaucoup de choses sur les PME, mais je pense aussi qu'un certain nombre de grands groupes ont un rôle à avoir pour emmener avec elles un certain nombre d'entreprises de telle manière à ce qu'elles aillent avec. Les PME ne peuvent pas aller toutes seules conquérir le monde pour vendre leurs produits. Elles ont besoin de ça. Il y a une pacte PME a été mis en place. On peut constater qu'un certain nombre de grands groupes, Airbus en l'occasion, a fait d'énormes efforts pour amener ce lien et permettre à des PME qui n'avaient pas la capacité d'aller à l'export d'être emportées avec elles. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je ne voudrais pas qu'on sorte de cette intéressante discussion en ayant une vision un peu caricaturale des services qui sont présentés un peu comme une alternative bas de gamme par rapport à l'industrie. Les services, c'est effectivement du tourisme. Ça ne veut pas dire que l'alternative à l'industrie, c'est uniquement le tourisme. Le secteur de services le plus dynamique au niveau du commerce international, c'est les services aux entreprises, qui sont des services de très haut de gamme, des services d'ingénieurs, des services d'architectes, d'avocats, d'assureurs, etc., etc. Et je voudrais que pour les jeunes qui éventuellement regarderaient cette émission, leur dire qu'il y a un avenir, évidemment, c'est quand même 70% de l'emploi aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas qu'ils aient le sentiment que s'il n'y a pas de place pour eux chez Renault, eh bien, ils n'ont qu'à aller chez Pôle emploi. Il n'y a pas que les services, il y a aussi les entreprises sans usine, hein, Julia, c'est nouveau ça, mais c'est en train de rapporter gros. Depuis tout à l'heure, on se demande est-ce qu'on peut avoir un pays sans industrie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une industrie sans usine? C'est Hong Kong. C'est Hong Kong, mais c'est un choix qui a été fait par beaucoup d'entreprises qui marchent plutôt pas mal. Nike, par exemple, premier fabricant de baskets au monde. Nike conçoit sa basket aux États-Unis, la dessine aux États-Unis, fait sa publicité aux États-Unis. Mais la basket n'est pas fabriquée aux États-Unis. D'ailleurs, on appelle l'entreprise là-bas l'entreprise vide, sans unité de production. En Europe, Zara. Créateur de Zara, aujourd'hui 3e fortune mondiale. Les vêtements de Zara, ils sont dessinés en Espagne, ils sont produits en Afrique du Nord. Parlons du cas français, Petit Bateau, c'est exactement le même modèle qui a été choisi. Le problème, c'est ce qui marche pour le textile français, pour le textile international, ça ne marche pas vraiment pour la haute technologie, et c'est l'exemple d'Alcatel. En 2000, le PDG d'Alcatel a été le premier à mettre sur la table cette idée qu'il considérait comme géniale à ce moment-là, celle d'une entreprise sans usine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des pertes de savoir-faire irréversibles, malheureusement, des retards, des défaillances, une perte de qualité. Ça a été un gros échec pour Alcatel qui se porte beaucoup moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand Samsung, leader numéro 1 au monde de la téléphonie, devant Apple, qui produit lui en Asie, Samsung a choisi de tout faire à la maison. Il a localisé tous ses centres de recherche à côté de ses unités de production. Voilà, alors